Eh bien voilà, je m'appelle Christian Talchaler et je suis depuis un demi-siècle médecin. Mais j'ai découvert très vite que la médecine que j'avais apprise à la faculté de médecine a des côtés magnifiques, mais qu'elle était limitée dans beaucoup de domaines. Alors je me suis intéressé ensuite à toutes les médecines dites douces, l'acupuncture, l'homéopathie, la médecine des Aztèques, des Incas, enfin toutes ces médecines anciennes. Et puis dans ce parcours, j'ai découvert après quelques années de pratique de toutes ces médecines qu'il manquait encore quelque chose. Et ce qui manquait pour moi, c'était l'éducation de santé. Et l'éducation de santé, c'est de donner aux gens des outils pour qu'ils deviennent des artisans de leur bien-être, pas qu'ils soient des consommateurs de thérapie. Voilà l'idée générale. J'appelle ça la médecine holistique et un peu le chamanisme. La médecine holistique, le concept, c'est de s'ouvrir à ce qu'est vraiment un être humain. Or, nous ne sommes pas que des êtres de matière, et ça c'est ce que disent toutes les philosophies et sagesses anciennes, et tous les physiciens de la physique moderne, c'est qu'au départ nous sommes des êtres de lumière, et que ce corps de lumière que nous avons a ralenti sa vibration pour créer des pensées, c'est le corps mental. Le corps mental ralentit sa vibration, crée le corps émotionnel, l'ensemble de nos émotions. Le corps émotionnel ralentit encore, et le corps le plus lent, le plus dense, c'est le corps physique. Mais ce corps physique n'est pas la totalité de notre être. Et comprendre cela nous enlève déjà quelque chose d'énorme, c'est la peur de mourir. Parce que qui meurt? Le corps physique, oui, un jour nous le rendons à la mère terrestre, mais le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel ne peuvent pas mourir, ce sont des corps vibratoires. Pas plus que TF1 disparaît si je casse le poste de télévision. C'est un peu la même idée. Alors, cette vision de la médecine holistique, c'est celle des médecines les plus anciennes du monde, et c'est aussi le futur. Parce qu'une médecine qui ne s'occupe que du corps physique est forcément limitée. Elle peut faire des choses très bien, sauver des vies, mais il y a beaucoup de maladies, notamment les maladies chroniques, où il faut s'occuper d'autre chose que juste donner des médicaments aux gens. Et dans cette dynamique, dans la médecine holistique, ce qui me plaît, c'est qu'on s'occupe de soigner, certes, mais on s'occupe aussi d'éduquer. C'est-à-dire que le but, c'est qu'on va donner aux gens des outils pour qu'ils puissent prendre en charge leur santé sur le plan physique, émotionnel, mental et spirituel. C'est ça le concept général. Et ça, c'est passionnant, parce que dans cette dynamique, on va voir comme on est avec un enfant. Quand on a un enfant, on ne veut pas qu'il ait 3 ans toute sa vie. On a du plaisir à le voir grandir, à devenir de plus en plus indépendant. Et le mot-clé pour moi, c'est l'indépendance. C'est de donner aux gens des outils pour devenir indépendants, c'est-à-dire gérer eux-mêmes leur santé, et pas être tout le temps en train de chercher l'aide à l'extérieur. Parce que la grande illusion de notre époque matérialiste moderne, c'est la croyance que la guérison va venir du dehors. Qu'un vaccin, un médicament ou un thérapeute merveilleux va me guérir. Ben, c'est tout faux. La réalité est tout autre. C'est toujours le corps qui se guérit lui-même. Parce que notre corps a des ressources et des capacités d'auto-guérison fantastiques. Et ça, c'est extraordinaire de voir que nous avons reçu de la vie un corps absolument merveilleux. Regardez, quand on se coupe, la cicatrisation, on n'a pas besoin d'appeler le médecin, ça se fait tout seul. En quelques instants, des milliers de réactions chimiques se font, la coagulation se fait, la cicatrice se refait. Bon, le corps a cette capacité. Alors vous allez dire, mais pourquoi on est malade? Eh bien, on est malade pour une raison simple, c'est qu'on bloque les processus d'auto-guérison du corps. Donc le concept simple de la médecine holistique, ça va être de montrer aux gens une façon de vivre qui va leur permettre de faire l'expérience des extraordinaires capacités d'autorégénération de leur corps. Donc, on peut utiliser des thérapies, donner à quelqu'un qui souffre un médicament, ça a du sens. Mais le mettre sous médicament à vie, c'est absolument aberrant. Quelqu'un qui a de l'hypertension, lui donne un médicament pour toute sa vie, c'est l'empoisonner. Alors qu'on peut très bien lui apprendre à se relaxer, à se détendre, à manger autrement, et à ce moment-là, le corps va pouvoir faire son travail. C'est ça l'idée générale. Mais ce qui me donne beaucoup d'enthousiasme depuis 50 ans, c'est que j'ai vu beaucoup de gens malades, et ils me disent, est-ce que vous pouvez me guérir, docteur Chaler? Moi, j'aurais toujours dit, moi, c'est pas moi qui peux vous guérir, mais je peux vous dire comment les gens qui guérissent font. Parce que moi, je me suis passionné, pas par les gens qui sont malades qu'ils restent, mais je suis allé interviewer dans le monde entier ceux qui se sont guéris de maladies pas possibles. Par exemple, au début du sida, je suis allé me promener ma caméra et mon micro chez les gens qui s'étaient guéris. Et à l'époque, on disait, mais personne ne guérit, tout le monde meurt. Et moi, j'interviewais ces gens. Il n'y a pas de maladie inguérissable. Ça, c'est un concept totalement faux. Il y a toujours des gens qui se guérissent, quel que soit le nom de la maladie. Ce que le docteur Bernie Siegel avait appelé les patients exceptionnels. C'est une jolie histoire. C'était un médecin, il opérait des gens pour des cancers, puis il a vu qu'il y en a qui mouraient et d'autres qui ne mouraient pas. Alors, il en est arrivé à ce langage, à dire à ses patients, écoutez, avec le cancer que vous avez, il y a 80% des gens qui vont mourir dans les 5 ans. Mais il y a 20% ou 15% qui sont les patients exceptionnels qui vont guérir. Dans quel groupe voulez-vous être? Donc, il leur donnait le choix. Et l'idée, c'est ça, c'est que tant qu'on est vivant, on a toujours le choix d'aller dans le sens de la guérison. Et le sens de la guérison, ça va être de respecter les lois naturelles de la vie. Et ces lois sont simples.
Ça doit avoir une alimentation qui donne à notre corps ce dont il a besoin pour fonctionner. Parce que c'est évident qu'avec les aliments industriels d'aujourd'hui et l'abus de viande et de produits animaux, le corps humain il est tellement agressé toute la journée qu'il n'a pas le temps de faire le ménage. C'est un peu, je donne l'image, si vous avez une femme de ménage, mais qu'elle doit préparer le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir, faire la vaisselle, eh ben, elle n'a pas le temps de faire l'appartement. Et la poussière reste. Si on change l'alimentation, on l'allège ou même qu'on jeûne, automatiquement le corps a plus d'énergie pour se guérir. C'est pour ça, soit dit en passant, que le jeûne devrait être la première des thérapies quand quelqu'un est malade. C'est ce que font tous les animaux sauvages. Un animal sauvage, s'il est malade, il jeûne et il se répare. Le jeûne est un moyen de permettre à ce que 50% de l'énergie qu'on utilise d'habitude pour manger, pour digérer les aliments, eh ben, elle va être utilisée pour se régénérer. Ça, c'est le concept de changer son mode de vie alimentaire. Parce que comme le disait Hippocrate il y a 2500 ans, il disait que l'aliment soit ton médicament. Les choses n'ont pas changé. L'aliment va nous guérir s'il contient des forces vitales. Mais s'il est complètement dénaturé, pollué, plein de chimie, on ne peut pas s'en sortir. Donc ça, c'est le côté alimentaire. Mais il y a des gens qui mangent très bien, ils font attention, etc. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut aussi faire bouger son corps. L'exercice physique, c'est fondamental. L'exercice agréable. Mais il faut que le corps bouge. Si on reste assis toute la journée, on ne peut pas avoir l'énergie qui circule bien. Ensuite, ça, c'est le niveau physique. Il y a bien sûr toutes sortes d'autres choses. Il y a toutes les méthodes énergétiques, il y a prendre des compléments alimentaires, faire de la phytothérapie, de l'homéopathie. Tout ça a sa valeur. Mais toute cette démarche qui concerne le corps physique ne va pouvoir donner des résultats que si on s'occupe aussi du corps émotionnel. Parce que c'est le drame de beaucoup de gens, ils font beaucoup de choses sur le plan physique, mais le corps émotionnel, ils ne touchent pas. Donc, ils ont plein d'émotions qui restent bloquées à l'intérieur, et ces émotions bloquées à l'intérieur nous rendent malades. Notre modèle d'éducation émotionnelle, c'est d'apprendre aux gens à redevenir un enfant de 3 ans. Parce qu'un enfant de 3 ans, il n'a pas appris le contrôle. Comme il n'a pas un intellect qui lui dit « il ne faut pas faire ci, pas faire ça », quand il a une émotion, il la vit, il crie, il pleure, il hurle, mais elle sort. Et comme elle sort, il a de l'énergie, il se porte bien, et il est beaucoup moins dans le stress que les adultes. Donc l'idée de base, au niveau du corps émotionnel, c'est de donner aux gens des outils simples pour qu'ils reprennent. Alors en société, il faut se tenir bien, on est d'accord, mais quand on est seul chez soi, on peut libérer son corps de toutes ces armures énergétiques qu'on a apprises à bloquer par l'éducation, par l'école, et faire comme on faisait à la récré quand on est petit. On crie un bon moment, on court, et on libère les émotions. C'est en gros ce qu'on appelle nous la gestion des émotions, l'éducation émotionnelle, et c'est fondamental. Parce que s'occuper du corps physique, mais en bloquant les émotions, ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait cette libération émotionnelle. Et puis la bonne nouvelle, c'est que dès qu'on libère nos émotions à travers le corps, eh bien automatiquement notre cerveau gauche va se calmer, l'intellect va arrêter de tourner en rond avec des problèmes, il se calme, le cerveau droit s'ouvre, et quand le cerveau droit s'ouvre, on entre dans le monde des chamans. Les chamans, c'est simplement des gens qui ont appris à ouvrir leur cerveau droit pour pouvoir se relier au spirituel. Parce que le spirituel ne parle pas par l'intellect. C'est pour ça, soit dit en passant, que comme le côté intellectuel c'est plus masculin, c'est les hommes qui font des guerres. Les femmes qui ont un cerveau droit plus ouvert, qui sont plus ouvertes au côté spirituel, elles sont plus intéressées par la paix, l'amour et la famille, donc elles ont une ouverture spirituelle plus grande, et en général, ce n'est pas les femmes qui font les guerres, si vous regardez bien. C'est passionnant de voir ça. C'est pour ça qu'on est dans une époque où il faut que les valeurs féminines reprennent leur place, parce qu'on a trop subi le règne des machos, des guerriers, des gens qui veulent tout dominer, dominer la planète, dominer le monde, et qui polluent à non plus finir. Il faut maintenant qu'on reprenne des valeurs féminines d'ouverture au divin. Et le propre des chamans, c'est qu'ils n'enseignent pas une spiritualité intellectuelle avec des croyances. Parce qu'avec des croyances intellectuelles, on a tué des millions de gens. Moi, je crois en Dieu, toi, tu crois en Allah, ça suffit pour qu'on se dispute. Alors que la vraie spiritualité, celle des chamans, c'est de dire, lâchez vos émotions, dansons un moment, et ensuite, le chaman va dire, je prends mon tambour, parce que le son du tambour harmonise les hémisphères cérébraux, et vous allez vous-même voyager dans les mondes non matériels. Et chaque être humain qui a un cerveau peut faire ça. Il peut apprendre à se relier aux énergies subtiles. Il peut entrer dans le monde des êtres de la nature, voir des fées et des lutins, rencontrer des guides spirituels, rencontrer ses parents qui sont morts il y a 30 ans. Ça ouvre le monde de ce qu'on peut aller au-delà du matérialisme et de l'intellect. Et ça, c'est le monde des chamans. Et dans la médecine holistique, comme on va s'occuper du physique, de l'émotionnel, du mental et du spirituel, on va avoir une vision large. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir la totalité de ce que nous sommes comme êtres humains. On va arrêter d'être divisé en petits morceaux. Parce qu'un des drames de notre société, c'est la spécialisation. C'est que celui qui s'occupe de votre tube gastrique, gastro-duodénal, n'est-ce pas, le gastro-entérologue, il ne s'occupe pas de vos articulations. Il est spécialisé. Mais ça n'a pas de sens. Il faut s'occuper de la totalité de l'être humain. Et ça, c'est à la fois les médecines anciennes, mais c'est aussi les médecines du futur. Quand je vois des gens, que ce soit individuellement ou en groupe dans nos stages,
En général, je ne commence pas par le secteur physique. Parce que les gens ont déjà beaucoup de connaissances, il y a déjà des gens qui ont fait beaucoup de travail sur l'alimentation, font de l'exercice. Je commence en général par le corps émotionnel, parce que c'est là que je vois le plus de blocage. La plupart des Occidentaux sont complètement verrouillés. Et l'exercice que je leur fais faire, quelque chose assez impressionnant, c'est que je leur dis, mettez-vous là, vous avez 3 ans et vous êtes en colère, qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas encore parler. Eh bien, il y a très peu d'Occidentaux qui savent faire ce qu'un enfant de 3 ans fait. Un enfant en colère va faire « Ah !» Il va bouger, il va crier, il va avoir de l'intensité. La plupart des Occidentaux, ils vont faire ils vont avoir une toute petite colère. Ils ne peuvent plus la vivre. Pareil pour une autre émotion, pour la peur, ils vont faire « Ah !» Mais elle ne sort plus. Alors qu'un enfant, il crie quand il a peur. Ou pour la tristesse, les gens vont faire ça, c'est déjà un enfant qui a été massacré depuis 5 ans. On lui dit arrête d'avoir de l'intensité. Il a 10 ans. Mais un enfant de 3 ans, il y a du geste, il y a du son, ça bouge. Bref, le corps est encore vivant. Donc moi, je commence en général mon travail par le fait de redonner aux gens accès à une vie du corps qui permet que les émotions circulent. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, on reste bloqué dans l'intellect. Et par rapport à ça, est-ce que c'est quand tu sens une émotion particulière refoulée par cette personne? Alors, la plupart du temps, oui, moi j'ai développé ma sensibilité, je sens, ça c'est propre des chamans, c'est qu'on a des perceptions de ce qui se passe chez les gens. Donc on sent ce qui ne va pas dans leur corps physique, mais on sent là où c'est bloqué dans le corps émotionnel. Pour donner un exemple, si c'est un chaman en disant j'ai mal au foie, en général, il ne va pas commencer par s'occuper de votre foie physique. S'il voit que votre foie est bloqué parce que vos émotions, notamment la colère, ne circulent pas, il va peut-être prendre son tambour et courir autour de vous en hurlant « Ah !» Ce qui, pour un médecin occidental, semble complètement bizarre, pour ne pas dire idiot. Qu'est-ce que c'est que c'est? Il a mal au foie, le chaman crie. Mais ce que fait le chaman est logique, c'est qu'il libère une partie de votre colère. Et idéalement, une fois qu'il a fait ça, il va vous dire comment vous sentez. Vous allez dire, bah oui, je me sens mieux. Il va dire, voyez, il va vous apprendre à danser vous aussi. Les chamans sont des êtres qui utilisent leur corps à la fois pour sentir ce qui se passe dans le corps de l'autre, mais aussi pour libérer ses énergies. Et c'est ce que font les guérisseurs. Un guérisseur, c'est quelqu'un qui va pouvoir sentir la peur, la colère, la tristesse de l'autre et en laisser passer une partie à travers lui pour qu'il se sente mieux. Le principe, c'est que je vais donner aux gens des outils, des exercices pour apprendre peu à peu à libérer les émotions à travers le corps et après à pouvoir avoir un corps vivant. Alors c'est clair qu'au moment où on fait ça dans un groupe, il va y avoir des gens qui vont amener le fait qu'ils sont bloqués dans telle chose, qu'ils ont peur de ci, etc. Et là, moi je les invite à venir au centre pour qu'ils puissent faire ça. Et il y en a qui vont pouvoir le faire et d'autres pas. Mais ceux qui n'y arrivent pas, curieusement, le but, ce n'est pas de les juger, mais c'est de leur montrer qu'ils ont quelque chose à apprendre. Et pour le groupe, c'est très éducatif. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à faire quelque chose, ça vous donne envie de le faire. Donc c'est dynamisant pour tout le monde. Et on voit ça quand on fait des stages de plusieurs jours, c'est que le premier jour, la plupart des gens n'arrivent pas à vivre avec leur corps, mais après 3 jours, ils ont acquis une liberté fantastique. Ils savent danser, pleurer, rire, et c'est ça qui crée une ambiance fraternelle. Mais c'est sûr qu'il y a des moments difficiles. Quand on confronte quelqu'un à quelque chose, il peut avoir envie de s'en aller, de fuir, ou de dire « mais je ne pourrais jamais le faire », parce que l'intellect le bloque. Et oui, et c'est vrai que moi, ça a suscité une question. En fait. Oui. Je me suis dit, et si pour une raison, on a besoin de rester bloqué un certain temps? Oui, alors justement, dans notre travail, on ne va jamais obliger quelqu'un. On va lui proposer mais s'il dit « je ne peux pas », on va dire « ok ». Et on va laisser passer un peu de temps. Mais on voit que ça va très vite. Des gens qui le premier jour n'arrivent à rien faire, quand ils voient d'autres faire et qu'il y a une bonne ambiance, et le deuxième jour, le troisième jour, ils commencent à se libérer. Parce que le point fondamental, c'est que tout être humain vivant sur Terre a besoin de pouvoir laisser couler ses émotions. Alors c'est l'autre réflexion. Après, au fil du stage, au fil des jours, parce que voilà, j'ai eu cette première impression où je me suis dit, comment ça a réveillé des choses chez moi. Je me suis dit, j'aurais pas aimé être à la place de cette personne, par exemple. Oui. Ça a été un peu violent. Oui. Et puis finalement, en étant observatrice et en regardant comment les choses évoluaient, je me suis dit, en fait, cette personne, elle demande à ce qu'on la bouscule. Ben oui. Et quelque part, voilà, il y a vraiment un peu une zone... C'est important, il y a un dosage. C'est qu'il ne faut pas obliger les gens de manière dure, il faut leur proposer, et puis s'ils n'y arrivent pas, on ne les oblige pas. Je vous donne un exemple, on a une femme qui était venue à un stage il y a 30 ans, et tous les exercices émotionnels, elle n'en a fait aucun. Puis à la fin du stage, elle vient me dire, vous savez, je suis juge pour enfants à Marseille, et moi j'apprends aux jeunes délinquants à se tenir. Alors votre libération musée, je trouve ça parfaitement ridicule. Là, j'ai dit, mon message n'a pas passé. Elle me dit, est-ce que vous dites sur l'alimentation, c'est intéressant, mais c'est cette histoire de... L'année d'après, à ma grande surprise, elle m'appelle pour s'inscrire au stage d'été. Je dis, vous? J'étais sûr que j'allais la revoir.
Elle me dit, je dois vous dire ce qui m'est arrivé. D'avoir vu des gens faire ces exercices et libérer les émotions fait que mon regard a tellement changé sur la violence que je suis devenue la spécialiste des cas violents à la prison des Baumettes à Marseille. Quand il y a un détenu qui est à cran, les geôliers l'enferment vite et viennent le chercher. Qu'est-ce que je fais? Je regarde par l'œilleton, je vois ce détenu qui est plein de colère, je me dis, oh là là, il ne sait pas lâcher sa colère, ben je vais le faire pour lui. Je vais dans une pièce à côté et je fais l'exercice du tigre, qui est un de nos exercices pour lâcher la violence. Je fais pour lâcher sa colère. Puis je me fais ouvrir la porte. Et elle me dit, quand j'ouvre la porte, le détenu est calme. Elle me racontait ça, elle me dit, et quand je dis au détenu, il y a 5 minutes, vous étiez en colère? Oui, c'est vrai. Et maintenant? Je suis calme. Vous savez pourquoi? Elle disait, quand je leur disais, parce que j'ai lâché les émotions que je ne sais pas lâcher. Elle me dit, ils avaient les yeux comme des soucoupes. Quoi? Vous avez fait ça? Oui. Et alors, elle finissait en disant, est-ce que vous avez envie d'apprendre à le faire? Et du coup, elle s'est mise à enseigner le tigre aux détenus. Et ça a eu tellement de succès, parce qu'évidemment, ils se sont donné le mot, que quand elle arrivait, j'aurais voulu pouvoir filmer ça, quand elle arrive dans la prison des Baumettes, tous les détenus derrière leur grille sur 2 ou 3 étages faisaient « Ah! Ah !» Elle avait droit à une standing ovation. C'était devenu une vedette. Et le nombre de rixes dans la prison des Baumettes est tombé à 0. Parce que la clé est simple. Si j'ai de la colère et que je la garde, je vais bloquer mon système immunitaire. Et qu'après un certain nombre de temps, je vais tomber malade. Et le monument qu'on a fait à ceux qui gardent les émotions bloquées, c'est les hôpitaux. Parce que la maladie est souvent la suite de blocage émotionnel. Puis ceux qui sortent leurs émotions en tapant sur les gens, ils mettent dans des prisons. Alors que l'idée, c'est que si j'ai de la colère et je me mets à la danser ou à faire un exercice, je libère mon émotion sans faire de mal à quelqu'un. Et ça, c'est la solution vraiment à tous les problèmes de violence. Parce que la violence extériorisée dans notre société, c'est un problème majeur. Qu'est-ce qu'il y a comme violence? Mais garder la violence dedans n'est pas une solution non plus. Alors que si je peux danser ma violence, c'est ce que j'appelle moi les guerres du futur. C'est que les gens vont se taper dessus et ils danseront. Et c'est ce qu'ils font maintenant dans les grandes entreprises de Silicon Valley. Si vous allez chez Apple, Microsoft ou Google, ils ont compris que la colère, c'est pas bon. Alors quand il y a un conflit entre 2 collaborateurs, par exemple, je t'avais demandé un rapport, pourquoi tu ne me l'as pas fait? Au lieu de se disputer, ils vont dans une pièce et ils miment un combat. Ils se mettent l'un en face de l'autre, à distance, pas aller trop près, et ils font comme s'ils se tapaient dessus. Ils poussent des cris, ça s'appelle le charabia. Et quand on a fait ça 30 secondes, on éclate de rire, et là on peut se parler. On peut dire, tu sais, quand tu ne m'as pas fait le rapport, etc. Parce que parler de sa colère, quand on l'a lâché, ça va. Mais parler de la colère avec de la colère, c'est le début des conflits. Moi, j'ai appris ça en allant voir vivre des peuples qui, sur la même planète que nous, vivent sans conflit et sans maladie. Et ça a été bouleversant pour moi de vivre ces peuples. Jamais de conflit, jamais de maladie. Et les 2 éléments clés que j'ai trouvés dans tous ces peuples, c'est d'abord qu'ils respectent le monde animal. Ils respectent le fameux tu ne tueras point, qui est peut-être la première loi divine, c'est ils respectent les animaux. Manger les animaux ne leur vient même pas à l'idée. Pour les animaux, c'est des frères et des sœurs, on joue avec eux. Puis la deuxième chose que j'ai remarqué chez eux qui m'a vraiment bouleversé, c'est que quand ils ont une émotion, ils redeviennent un enfant de 3 ans. Donc dans ces peuples, en public, vous pouvez piquer votre crise, hurler, etc. Et tout le monde trouve ça tout à fait normal. Et comme ils libèrent leur peur, leur colère, leur tristesse instantanément, le reste du temps, ils sont dans l'amour. Donc les conflits sont impossibles. Parce que tous les conflits viennent de ce qu'on va vers l'autre avec une charge. Si je viens vers quelqu'un, je lui dis « oui, je t'aime », oui, d'accord, dans les mots, c'est gentil, mais le son de la voix fait qu'il y a une charge. Et ces charges créent le conflit. Et dans ces peuples, il n'y a pas de conflit et pas de maladie. C'est impressionnant. Parce que l'idée fondamentale, c'est que si je libère mes émotions, eh bien, je vais pouvoir ne plus être soumis à mes croyances intellectuelles, de peur, il ne faut pas que j'ai de la colère, c'est pas bien. Bref, j'ai appris à juger mes émotions. Alors, je fais comme si j'en avais pas. Ça, c'est l'occidental. On est hypocrite. Oui, maman, je t'aime. Puis à l'intérieur, on apprend à mentir, alors que l'enfant de 3 ans ne peut pas mentir. Une fois qu'on a cet équilibre physique, émotionnel, mental et spirituel, qui est la base, en quelque sorte, et c'est la base d'un processus de guérison. Moi, c'est pour ça que j'ai lancé ce slogan il y a 50 ans de dire « la santé, ça s'apprend ». C'est un concept très intéressant. C'est que la santé ne va pas venir d'une mesure extérieure, mais je peux apprendre à gérer ma santé comme j'ai appris à parler, à marcher, à conduire une voiture. Ça s'apprend. Je gère l'équilibre physique, émotionnel, mental et spirituel. Mais dans cette globalité, il faut aussi tenir compte de ce qu'on appelle, nous, les SPPA, sous-personnalités psychoactives. C'est Joanne qui a créé ce mot, pour ne pas confondre avec d'autres systèmes de pensée. Et l'idée, c'est qu'on a tous des personnages intérieurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas un bloc. En moi, il y a un enfant qui a envie de jouer. Il y a un homme d'affaires qui veut gérer l'argent. Il y a un guérisseur qui veut faire du bien aux gens. Il y a un artiste qui a envie de créer. Donc tous ces personnages intérieurs, c'est comme les pétales d'une fleur. Et c'est ça qu'on appelle le monde des sous-personnalités psychoactives. Alors, le concept qui va avec ça, c'est qu'on va travailler sur la libération de ces personnages, parce que les personnages qu'on empêche de vivre sont à l'origine de nos maux.
Donc, par exemple, si je mange sainement, je fais de l'exercice, je lâche bien mes émotions, donc sur le plan holistique, c'est bien, mais ça peut ne pas suffire si, par exemple, je bloque mon artiste dans la cave. Parce que mon côté artiste va dire, mais puisqu'il ne veut pas m'écouter, peut-être que s'il avait un cancer, il changerait d'optique. Et donc, ces personnages bloqués dans l'inconscient sont à l'origine de beaucoup de nos maladies. Donc, les maladies, ça ne suffit pas pour les guérir de vivre sainement, positivement. Il va falloir aussi s'occuper des personnages qu'on bloque. Oui, je me rappelle par exemple d'un homme d'affaires qui avait un cancer et je lui ai dit, qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous n'étiez pas malade ou si vous étiez guéri? Oh, il me dit, j'aimerais qu'une chose, c'est faire de la peinture. Alors j'ai dit, mais faites donc de la peinture. Ben, il s'est mis dans sa maison de campagne, il s'est mis à peindre et il s'est guéri en peignant. Il a suffi qu'il débloque cette partie de lui-même pour que la guérison soit là. Donc cet enseignement sur les personnages intérieurs est passionnant parce que ça permet de comprendre des choses qu'autrement on ne comprend pas. Pourquoi telle maladie touche tel organe? Et il y a un langage précis, tel SPPA va toucher tel ou tel organe en fonction de ce qu'elle a besoin de demander. Et puis, dans ce travail sur les SPPA, il y a aussi les SPPA du passé. Ça, c'est ce que moi j'ai appelé la psychothérapie spirituelle. C'est que quand on apprend aux gens à libérer leurs émotions, à faire des voyages intérieurs, on va pouvoir remonter dans le passé et trouver les personnages qui sont restés bloqués. Et ça, c'est passionnant. Ça peut être dans l'enfance ou ça peut être dans des vies précédentes. C'est des personnages qui ont vécu une émotion très forte et puis qui sont restés bloqués avec. Par exemple, si tout d'un coup, vous êtes une guérisseuse et on vous met sur un bûcher, vous dites « mais c'est injuste » et vous mourrez dans une colère noire et vous maudissez vos talents. Et vous mourrez dans une rage qui fait que physiquement vous mourrez, mais dans votre corps émotionnel, il y a cette guérisseuse qui reste bloquée dans sa colère. L'idée des personnages, c'est de voir qu'il y a des émotions qui ont été verrouillées par des personnages. D'accord? Je donne l'exemple où ça peut être quelqu'un, par exemple, qui meurt noyé. Alors il meurt, il a peur, parce qu'il ne sait pas que la vie continue, et au moment où il a une peur horrible, il reste bloqué. Et toutes nos peurs, sans exception, sont des mémoires. Ça, c'est passionnant à comprendre. Quelqu'un qui a peur du vide, il est tombé une fois. Quelqu'un qui a peur de l'eau, oui, les peurs sont toujours des mémoires. Donc l'idée, c'est qu'en voyage intérieur, on va pouvoir remonter jusqu'au personnage qui est resté comme verrouillé, congelé dans une émotion de peur ou de colère, et on va pouvoir, en visualisation, lui enseigner à lâcher ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois qu'on libère ce personnage et l'émotion qui va avec, une fois qu'il est dans les mondes de lumière, on récupère ses talents. Ça, c'est fantastique. Parce que ça permet de comprendre que si on a eu un talent, mais que ça s'est mal fini, eh bien, j'ai un exemple. Si vous êtes une diva, vous chantez, vous dansez à ravir, vous êtes bon. Mais si vous finissez votre vie violée par vos admirateurs qui trouvent que vous êtes un peu trop orgueilleuse, en mourant, vous maudissez vos talents. Et vous dites plus jamais je chanterai ni je danserai. Donc on garde comme ça des personnages bloqués dans l'inconscient. Et l'idée, c'est que quand on les libère, après, on ose vivre, on ose se sentir une vedette, se sentir bien. Alors beaucoup de gens, par exemple dans leur inconscient, ont eu des mémoires d'avoir été des guérisseurs ou des guérisseuses. N'est-ce pas? Il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, on a brûlé des millions de femmes, parce qu'on les a déclarées sorcières, parce qu'elles utilisaient des forces spirituelles pour soigner les gens, ou même qu'elles mettaient du pain moisi sur les plaies, ce qui à l'époque, on disait des sorcières. Non, elles appelaient de la pénicilline, non, elle n'est pas encore inventée. Donc, beaucoup de gens ont vécu cette expérience d'avoir eu des talents de guérisseurs, et puis ça s'est mal fini, ils ont été brûlés sur un bûcher, ou pendus, ou écartelés, et donc ils ont bloqué ça. Donc, dans cette vie-ci, ils sont intéressés par tout ça, mais ils ont peur. Si je vais là-dedans, oulala, le schéma qu'ils ont, ça va de nouveau mal finir. Donc le but de ce travail, c'est de libérer les mémoires, les schémas qu'on a, dans lesquels une émotion a débouché sur la souffrance ou la mort. Et le voyage chamanique permet vraiment d'aller même voir. Oui, tout à fait. Alors c'est ce qui est passionnant, c'est que le voyage chamanique, le cerveau droit, nous permet de remonter dans le temps et on peut revivre chaque détail de son enfance, de sa naissance et des vies passées. Il n'y a pas de limite. Le voyage intérieur permet de faire ça, alors que l'intellect ne peut pas. L'intellect peut se rappeler de nos parents, de quelques secrets de famille, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et moi, depuis 45 ans que je fais ça, je suis émerveillé de voir que dans l'inconscient des gens, il y a vraiment des personnages qui les attendent et qui appellent au secours. C'est-à-dire que ces personnages, ces SPPA comme on les appelle, qui sont restés bloqués, essayent de nous attirer. Alors c'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont très contents, puis tout d'un coup, ils ont une colère incroyable, ils se demandent d'où elle vient, ou ils ont une peur terrible, ou une tristesse, ou un désespoir, qui est injustifié par ce qui se passe dans le quotidien. Parce qu'au rez-de-chaussée, tout va bien. Mais c'est qu'il y a un des personnages qui essaie de les attirer. Comme si vous aviez enfermé vos enfants dans la cave, ils vont essayer de dire « Maman, viens me chercher ». Et ils veulent faire sentir à la maman qu'ils sont désespérés.
Donc, ces personnages vont nous attirer dans leur émotion. Et le point capital, c'est que quand on les retrouve, il va falloir lâcher une partie de leur émotion, se voir danser l'émotion. Ensuite, on leur apprend à le faire et on les fait monter dans la lumière. Et c'est du coup, c'est aussi une autre manière de dire que souvent on se retrouve confronté à des situations qui se répètent. Tout à fait. C'est ça qui est passionnant. C'est que nous, en fait, ce qui se passe, c'est très bien décrit dans un livre de Joanne qui s'appelle Les personnages intérieurs, je marquais sur les SPPA. Et la seconde partie du livre, c'est des gens qui, depuis l'au-delà, voient leur vie qui vient de s'écouler, mais ils la voient avec beaucoup d'amour, mais ils voient ce qu'ils n'ont pas su faire. Ils voient, par exemple, dans tel domaine, j'étais très bien. Il y a un banquier suisse qui dit ça, oui, comme homme d'affaires, j'étais super, mais je ne savais pas jouer du tout. Mon enfant était complètement bloqué. Et il voit que cet enfant, un jour, lui a donné un infarctus, que ce n'était pas un infarctus qui lui tombait du ciel, c'était l'enfant qui appelait au secours. Et il voit qu'il n'a pas compris le message. Et l'idée fondamentale, c'est que les personnages qu'on ne laisse pas vivre créent des maladies. Et si on n'écoute toujours pas le message, qu'on se contente d'effacer les symptômes, quand il y en a trop qui ne peuvent pas faillir, ils disent « restons pas ici ». Et c'est pour ça qu'on meurt. Donc le concept passionnant, c'est que si on laisse vivre nos personnages, on n'a plus forcément besoin de mourir. Donc ça ouvre des horizons merveilleux. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'il faut libérer ce qui est bloqué. Et ce que nous avons bloqué, il n'y a que nous qui pouvons le débloquer. Parce que si j'ai enfermé, ça peut être un enfant qui est tout d'un coup désespéré, il est seul, son grand-père est mort, il dit la vie n'a pas de sens, il bloque son énergie d'enfant. Il dit je ne serai plus jamais heureux. Cet enfant, il est à l'intérieur. Et là, je vais essayer d'être heureux dans la vie, mais il y a quelque chose qui manque. Et de temps en temps, je vais être tellement triste, je me sens seul, etc. Parce que c'est l'appel de cet enfant. Si je remonte dans le temps, je vois cet enfant qui est dans la cave, il est comme dans une prison. Si je le libère, ma vie va pouvoir s'épanouir dans tous les domaines. Parce que, n'est-ce pas, beaucoup de gens nous demandent quelle est ma mission sur Terre. Nous n'avons pas une mission, nous avons des missions. Puisque chaque personnage intérieur a sa mission. La mission de l'enfant, c'est d'être heureux et de jouer. La mission de l'homme d'affaires, c'est de bien gérer l'argent. La mission du guérisseur, c'est de se faire du bien en faisant du bien aux gens. Donc, chacun de nos personnages est là pour s'épanouir. Et ce qui fait pour moi que nous revenons sur Terre, c'est parce qu'on voit depuis l'au-delà ce qu'on n'a pas su faire. Et on ne le juge pas, on ne dit pas, oui, j'étais mauvais. On dit, oh là là, dans tel domaine, j'ai rien compris. J'ai complètement bloqué ce personnage. Donc on revient pour faire mieux. C'est ça le concept. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail le voyage chamanique? Parce que ça peut faire peur. Moi, personnellement, ça me fait un peu peur. Oui. Alors, le voyage chamanique, c'est un mot. Parce qu'on peut parler d'hypnose, de sophrologie, de rêve éveillé. Il y a des mots différents. Mais le concept est simple. Tant que je suis dans l'intellect, je pense et je parle. Et mes émotions, souvent, je les contrôle. Parce que l'intellect, c'est un immobilisateur. Il ne veut pas que ça bouge. Il veut que je reste assis sur ma chaise en souffrant comme mes parents m'ont dit. C'est comme ça, c'est la vie, je souffre. Bon. Dès que je libère mes émotions, vous avez compris le principe, je fais bouger mon corps, naturellement, mon intellect se calme et j'entre dans un état de relaxation. Ce qu'on appelle les ondes alpha. Je suis détendu. Et puis si je me relaxe toujours plus, j'entre dans des rythmes plus lents du cerveau, les rythmes theta et delta, qui sont la capacité du cerveau droit de s'ouvrir à d'autres mondes. Et tout le monde l'a déjà vécu. Il y a des moments où vous êtes par exemple tellement bien dans votre hamac en vacances, vous dites il s'est passé une demi-heure ou une heure. Vous avez perdu le sens du temps, donc vous êtes sorti du temps. Et on peut aussi sortir de l'espace. Quand vous vous dites est-ce que ma fille qui est en Amérique va bien, en fait avec votre conscience vous y allez, vous revenez. Parce que la pensée voyage à une vitesse folle, plus vite que la lumière. Donc vous avez fait un voyage chamanique. Vous ne l'avez pas appelé comme ça, mais et puis tout d'un coup vous dites oh là là ma fille ça va très bien. Vous prenez votre téléphone, alors ma chérie, oh ça tombe bien que tu m'appelles. Donc nous faisons tous déjà des voyages chamaniques avec notre conscience, hors du temps et hors de l'espace. Mais quand on apprend à le gérer, ben on peut faire ça mieux. Parce qu'on sort de l'éducation qui nous a dit mais non, c'est que l'imagination, ça n'existe pas, etc. Parce que l'enfant, entre 5 et 12 ans, il voyage encore très facilement. L'enfant, il imagine facilement. Si on lui dit, il y a un loup derrière la porte, il ne dit pas, mais non, il n'y a pas de loup. Il dit, oh, comment il est? Il joue tout de suite, parce qu'il est encore dans la capacité de passer d'un monde à l'autre. Mais à partir de 12-13 ans, en général, le cerveau droit est complètement bloqué, et on n'imagine plus rien, on est là, on rêve plus. On a figé la vie dans l'intellect. Et le propre des chamans, c'est d'ouvrir ce cerveau droit pour nous permettre d'avoir une conscience qui ouvre ses ailes. Et quand on ouvre ses ailes, on quitte le monde de la basse-cour. Parce que le monde de la basse-cour, c'est le monde de la souffrance. C'est la lutte, la compétition. Il faut que j'ai mes petits grains de maïs, je pique ceux du voisin. Et tout ce qui compte, c'est ici. Mais il me manque quelque chose. C'est que mes ailes ne servent à rien. Et c'est le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils vivent une vie ratatinée, trop petite, étriquée. Dès qu'on apprend à libérer ses émotions, ouvrir son cerveau droit, on fait des expériences mystiques.
Et à ce moment-là, la spiritualité n'est plus une question de croyance religieuse, etc. C'est des expériences directes d'autres choses. Et si vous rencontrez dans un voyage chamanique un ange, c'est votre expérience. Un chaman ne va jamais dire « Ah non, 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 c'est pas bien ça. Tu dois avoir un ange bleu et vert et pas jaune et rouge. » Non, il va dire « C'est ton expérience. » Moi, j'ai vu beaucoup de chamans dans le monde. Ce que j'ai toujours aimé chez eux, c'est qu'ils vous donnent des outils pour que vous alliez voir vous-même. Mais ils ne vous disent jamais ce que vous devez croire ou pas croire. Ça, c'est les religions qui font ça. Tu dois croire ça. Et on en fait une morale, on en fait des lois, et puis on se dispute avec ça, parce que chaque religion a d'autres croyances. Le monde des chamans, c'est un monde d'ouverture. C'est-à-dire, explorons, grâce à notre cerveau droit, tout ce qui existe hors de la matière. Voilà l'idée générale. Ok. Et alors pour toi, est-ce qu'on est sur Terre? Alors c'est ça qui est intéressant. Pour moi, on est sur Terre, mais on n'est pas que sur Terre. Avec mon corps physique, je suis sur Terre. Mais avec mon corps de lumière, je ne suis pas sur Terre. Et avec mes SPPA, c'est là que le monde est large, nous sommes des êtres multidimensionnels. Qui nous dit qu'en même temps que je suis sur Terre, je n'ai pas une partie de moi qui est sur une autre planète, bref. Et en réalité, pour moi, le côté multidimensionnel, c'est que je suis sur Terre, mais si j'ai des personnages bloqués dans mon inconscient, je crois que je suis dans l'instant présent. Mais en fait, par moment, tout d'un coup, je suis attiré par ces personnages. Et on le voit bien, il y a des situations où on rencontre quelqu'un et tout d'un coup, on a une colère terrible, on a peur parce que la personne réveille une mémoire. Et là, on n'est plus dans le présent. On remonte en arrière de plusieurs siècles et on est dans le passé. Et on est dans une situation où on a envie de taper sur l'autre. Et le côté passionnant, c'est d'arriver à libérer ce qu'on appelle les karmas négatifs. Ouais. Pour retrouver notre présent pleinement. Voilà. Et pour ne plus être tiré vers le bas par des personnages qui existent, mais qui, tant qu'on ne les a pas libérés, vont constamment, enfin pas tout le temps, mais ils vont nous attirer dans leur souffrance. Le but pour moi, c'est de sortir du monde de la souffrance. Et je peux résumer ça en disant, ce que Zarathustra avait dit très bien dans la Perse ancienne, il a dit le bonheur est simple. C'est une pensée, une émotion, une action. J'ai une pensée. Par exemple, oulala, j'ai des impôts à payer. Bon, quelle est l'émotion? J'ai peur, ou je suis en colère. Bon. Cette émotion, l'action, c'est que je la sorte. Si, dès que j'ai l'émotion, je remonte dans ma tête, oui, mais c'est pas si simple, puis comment je vais faire, ça, eh ben, je tourne en rond. Et le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont une pensée, émotion, ils tournent en rond. La clé, c'est que l'émotion, il faut qu'elle sorte. Ah, je lâche ma peur, ou je lâche ma colère. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai libéré la pensée négative qui vient du cerveau gauche, l'émotion négative, peur, colère ou tristesse principalement, à travers le corps, mon cerveau droit s'ouvre, et là tout d'un coup je suis relié à mon corps de lumière. Et là, je reçois l'information de mon corps de lumière. Tout va bien, tu risques rien. Alors vous allez dire, oui, mais je peux mourir, le corps de lumière. Mais non, tu ne peux pas mourir, ton corps physique, oui, mais pas toi. Donc on a tout d'un coup, et c'est ça qu'on cherche à faire, c'est qu'on retrouve la guidance du corps de lumière, et qu'au lieu d'être conditionné par les croyances de notre éducation, on retrouve la liberté qu'on avait comme tout petit enfant. La plupart des enfants à 2 ou 3 ans, ils sont libres, ils font que ce qu'ils veulent. Ils sont connectés à leur corps de lumière. Et c'est l'éducation qui nous apprend la souffrance, la compétition, le malheur, la division. Non, non, ceux-là, c'est des terroristes, il faut les tuer. Enfin, toutes ces choses, c'est l'éducation. L'enfant n'a pas ça. L'enfant de 3 ans, il a envie de tuer personne. Et il joue avec les animaux, il est encore libre. L'éducation et la société nous apprennent tout ce monde de la souffrance, des restrictions, des croyances fausses. J'ai écrit un livre là-dessus, par exemple, qui s'appelle « Sortez de l'hypnose collective ». Et dessous, j'ai mis comme titre « La fin des grands mensonges ». C'est que j'ai pris toutes ces croyances qu'on a dans la société qui sont sans aucun fondement, ni scientifique ni spirituel. C'est quand même passionnant de voir ça. Et il faut sortir de cette espèce d'armure, de croire ces choses qu'on nous a dites pour retrouver notre connexion spirituelle. Et là, on entre dans un monde de bonheur, de joie de vivre et de partage. Parce qu'on voit tous les êtres vivants comme des frères et des sœurs, des amis, on n'a plus peur de l'autre et on travaille constamment à améliorer notre monde. Et nous-mêmes, en même temps. Mais la clé, c'est que pour améliorer le monde dehors, il faut d'abord améliorer le monde dedans. Parce que c'est ce qu'enseignent tous les enseignants spirituels, c'est que c'est en se transformant soi-même qu'on transforme le monde. Ce n'est pas en voulant changer d'abord dehors. Et du coup, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu en penses toi, du libre arbitre? Oui, moi je vois les choses comme ça. C'est que quand nous sommes reliés à notre corps de lumière, nous sommes guidés par cette incroyable sagesse qui est de constamment être heureux et puis faire en sorte que les autres le soient aussi. L'idée, pour que je sois heureux, il faut que je piétine les autres, ça c'est des idées intellectuelles. L'idée de base, c'est que quand je suis relié à ma force intérieure, je vais constamment aller dans une direction qui est de m'épanouir et d'aider les autres à aller bien. Parce qu'on est tous ensemble. Dès que j'entre dans les croyances, je perds cette capacité
Et je perds justement mon libre arbitre. C'est que c'est plus moi qui décide. C'est les croyances de papa, de maman ou du médecin qui me dit vous allez mourir. Ça, c'est des croyances infligées de l'extérieur. Et aujourd'hui, on tue beaucoup de gens avec des diagnostics. Le fait de dire à quelqu'un vous avez le cancer, il y a des mots comme ça qui sont dramatiques. Donc l'idée fondamentale, c'est d'arrêter d'apporter des informations de l'extérieur, des croyances, qui privent les gens de leur libre arbitre et qui les rendent dépendants de quelqu'un. Ah, il m'a dit qu'il faut faire ça, alors je le fais. Mais qui est de libérer l'émotionnel, de se libérer des influences extérieures pour retrouver le vrai libre arbitre, qui est c'est moi qui décide. Et au moment où je suis dans cette énergie-là, c'est vrai que les choix que je vais faire vont être dans l'instant. Je ne vais plus être projeté comme mon intellect. Oui, il faut que je décide maintenant si dans 3 semaines j'ai besoin d'un parapluie. Je vais dire juste maintenant, j'en ai pas besoin, j'en ai un, mais je saurai si j'en ai besoin à l'instant même. Bref, donc on entre dans ce qu'on appelle le bonheur de l'instant présent, qui est de ne plus vivre dans le passé, dans le futur, mais qui est de vivre instant par instant. Et le bonheur ne se trouve que là. On ne peut pas être heureux demain ou hier. Et ça, c'est quand on sort de l'intellect, parce que c'est vraiment l'intellect et les croyances qui l'érigent, les croyances fausses, qui nous ont appris le malheur. L'élément clé, c'est de comprendre que la souffrance, nous l'avons acquise. Le petit enfant souffre peu et s'amuse. Puis peu à peu, l'éducation nous apprend l'immobilité. Je reste assis sur ma chaise et je dis, je ne peux que souffrir. Et j'ai une maladie inguérissable. Tant qu'on n'a pas trouvé un nouveau médicament, eh ben, je ne peux que souffrir. Ou je suis malheureux et tant que je n'ai pas assez d'argent, je ne peux que souffrir. Ou tant qu'il n'y aura pas un nouveau président. Et on vit en salle d'attente. Alors que le point clé, c'est de dire, juste maintenant, si je souffre, je peux faire quelque chose. Je vais bien sûr changer mon alimentation, enfin faire tout ce qu'il faut sur le plan physique. Émotionnellement, je vais lâcher ma peur et ma colère. Et au moment où je laisse bouger toutes ces énergies, je sors de la souffrance et je retrouve la guidance de mon corps spirituel qui dit « Tu es sur Terre pour apprendre à être heureux, à bien t'amuser. » Et pour moi, les gens spirituels, j'ai rencontré beaucoup de gens très spirituels dans le monde, des yogis, des maîtres spirituels, eh ben, c'est des gens heureux. Ceux qui font passer, c'est un message qu'il est possible d'être heureux. C'est des gens joyeux. Alors que les gens qui sont le contrôle, etc., ils sont lugubres. Fuyez les gens sérieux, disait Jules César, parce que c'est pas sérieux d'être sérieux. Le fondement d'un être humain, c'est la joie de vivre. Alors imitez ceux qui sont joyeux, mais n'imitez pas ceux qui vous disent que c'est comme ça, on ne peut rien faire, on ne peut que souffrir. J'ai rien inventé, Jésus a dit ça avant moi. Il a dit le royaume des cieux, qui est en fait l'ouverture du cerveau droit au spirituel, le royaume des cieux est pour ceux qui redeviennent de petits enfants. On ne peut pas dire mieux. Et c'est les enseignements spirituels. Bouddha, avant d'entrer dans le nirvana, il a fait le lion. Il a accepté toutes les émotions humaines. La colère, la peur, il les a acceptées et les a lâchées. Et quand on lâche, pouf, ça y est, on s'ouvre à notre réalité spirituelle. C'est que nous sommes des êtres de lumière, immortels, éternel et sans limite. Et on est venu là un peu pour expérimenter. Tout à fait, oui. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du fait... alors je reviens un petit peu, c'est une autre manière de parler du libre arbitre, hein, mais en quelque sorte, les événements, l'extérieur, t'as aucune maîtrise, on n'a aucune maîtrise dessus. Alors, on tombe dessus. Oui, ce qui est intéressant pour moi, c'est ceci, c'est qu'on a toujours deux façons. On peut prendre les événements extérieurs et se sentir victime. C'est ce que beaucoup de gens font. Je suis tombé malade. Ou on m'a volé. Bref, ça c'est la vision victime. Et notre société est pleine de victimes qui se plaignent toute la journée. Ou on peut dire, si quelque chose m'arrive, qu'est-ce que ça a à m'apprendre? Donc on va prendre, par exemple, la maladie, non pas comme une catastrophe, mais comme l'occasion d'apprendre à gérer ma santé. Moi, c'est ce que je vois depuis 50 ans, c'est des gens, quand ils comprennent que la maladie, c'est une occasion d'apprendre à changer leurs habitudes, parce que comme disait Hippocrate, c'est toutes nos habitudes qui nous rendent malades. Donc si on change les habitudes, on va guérir. Si on arrête de s'empoisonner par des aliments industriels, etc., si on libère nos émotions, si on avance dans cette direction, on va découvrir que le corps va se guérir. Donc toute situation, je peux la vivre soit en victime, soit en disant quelle leçon je vais apprendre à travers ça. Et beaucoup de gens, ce qu'on remarque, c'est que c'est très intéressant, ils le font pour leur passé. Beaucoup de gens vous disent, oui, j'ai une faillite, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Parce qu'avant, je comprenais. Enfin bref, ils voient où j'étais malade, j'ai appris à me guérir. Donc, ils voient dans le passé la valeur de leur leçon. Mais sur le moment même, souvent, quand la leçon arrive, on a tendance à dire, on ne comprend pas le sens. Mais, au moment où on comprend le sens, la clé, c'est j'arrête de me battre à l'extérieur, je vais travailler sur moi.
Si par exemple, je rencontre des gens violents, ils diront « Ah, quelle horreur, c'est affreux ces gens violents », je vais dire « Ils sentent que j'ai un côté guérisseur, donc que moi je peux prendre leur violence et la lâcher pour eux. » À ce moment-là, les gens violents me font très mon côté guérisseur. C'est passionnant de comprendre ça. Donc on ne prend plus l'extérieur comme une catastrophe, mais comme l'occasion d'apprendre. Et au niveau planétaire, c'est pareil. On peut regarder le monde d'aujourd'hui en disant quelle horreur, la pollution, et on reste dans la souffrance des victimes, ou bien on peut dire faisons autre chose. Et qu'est-ce que... Alors, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas agir parce que c'est hors de ma portée, mais il y en a que je peux changer. Je peux arrêter de me polluer avec des aliments industriels, je peux arrêter d'en vouloir à tout le monde, je peux libérer ma colère au lieu de faire la révolution pour tuer ceux qui polluent. Bref, il y a une dynamique personnelle. Et cette dynamique personnelle me permet, parce que je peux toujours changer mon mode de vie. C'est ça la bonne nouvelle. Personne ne m'oblige à manger de la viande ou à manger du pain ou des produits. Donc il y a des choses que je peux changer. Et si je change ce que je peux changer, ça me met dans une dynamique de joie de vivre. Parce que je crée en moi les changements que je souhaite pour le monde. Comme disait Gandhi, soyez le changement que vous souhaitez pour le monde. Et ça pour moi c'est la clé des gens heureux. C'est qu'ils sont tout le temps en train de travailler sur eux pour être de plus en plus dynamiques, joyeux, en bonne santé. Et ils arrêtent de se plaindre ou d'accuser les autres ou d'attendre que les choses aient changé à l'extérieur. Voilà la dynamique du travail sur soi.